Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce deuxième jour d'Expérience 2017 à la Porte-Maillot au Palais des Congrès. J'espère que vous avez passé hier une bonne journée, que le programme vous a plu. Aujourd'hui, un programme technique, tout aussi riche, tout aussi passionnant, du moins je l'espère. Avant de laisser la place à nos invités, et en particulier à Harry Shum, notre vice-président exécutif en charge de l'intelligence artificielle et de la recherche, je me doute bien, mon petit doigt me dit, et ma modestie aussi, que ce n'est pas uniquement pour moi que vous êtes venus ici. Avant de lui passer la parole, j'aimerais prendre quelques minutes, justement, pour parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pendant très longtemps, c'était de la science-fiction. Ça relevait du fantasme. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé aujourd'hui, même s'il reste des petites choses dans le domaine du fantasme, c'est que c'est devenu possible grâce à la combinaison de 3 facteurs. Premier, c'est les énormes capacités du cloud. Le second, ce sont des algorithmes développés dans les années 90 sur la base de réseaux neuronaux extrêmement puissants. Et la troisième, c'est l'énorme masse de données que nous savons aujourd'hui collecter et accumuler pour rendre ces algorithmes opérants. Et c'est ça qui a transformé ces dernières années de la science-fiction en une réalité tangible. Chez Microsoft, nous avons décidé de mettre cette intelligence artificielle au cœur de notre stratégie. Et avec une ambition très simple et très claire. Démocratiser l'intelligence artificielle et en injecter dans tous nos produits, dans tous les services que nous proposons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en injecter dans tous nos produits, dans tous les services que nous proposons? C'est exactement cette promesse et de la manière dont nous allons la tenir que Harry va vous parler dans quelques minutes. Néanmoins, ces sujets, je ne vais pas vous l'apprendre, nous les connaissons particulièrement bien en France. Parce que, allez, soyons un petit peu chauvins, quelques instants, la France est une terre d'excellence en intelligence artificielle. Une terre d'excellence, tout d'abord par la qualité de ses chercheurs. Et nous avons l'honneur, depuis maintenant plus de 10 ans, d'être partenaires dans ce domaine de l'INRIA, avec un laboratoire commun, avec Microsoft Research, dans lequel l'intelligence artificielle est un des sujets majeurs de recherche. Une terre d'excellence aussi par la qualité du vivier de ces startups dans ce domaine d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, nous avons choisi de mettre au cœur de notre engagement à Station F ce fantastique projet porté par Xavier Niel qui ambitionne tout simplement d'être le plus grand campus de start-up au monde. Nous avons mis l'intelligence artificielle au cœur de ce projet. Notre volonté là-bas, c'est de jouer un rôle de catalyseur d'une communauté d'une centaine de start-up françaises de l'intelligence artificielle et de stimuler l'émergence de futurs champions mondiaux français dans ce secteur. À nos côtés, au cœur de cette communauté, INRIA, encore, et 7 start-up que nous avons baptisées les éclaireuses et que nous hébergeons à Station F pendant 1 an. J'aimerais prendre un tout petit peu de temps pour vous montrer un peu de qui on parle là. Je vais commencer par exemple, Recast AI, qui développe une véritable boîte à outils de compréhension du langage qui va permettre aux entreprises de révolutionner leurs relations clients avec des bots multilingues et déployables en seulement quelques semaines. AB Testy, qui permet de personnaliser l'expérience utilisateur et d'en tester plusieurs expériences utilisateurs, justement, afin de retenir les plus efficaces en fonction des préférences de ses utilisateurs. DCBrain, qui offre aujourd'hui une solution d'intelligence artificielle dédiée à l'optimisation des flux dans les réseaux, comme l'énergie, les fluides, ou tout ce qui peut être du transport, par exemple. Craft AI, qui propose des API d'intelligence artificielle permettant de créer des services de MLAS, Machine Learning as a Service. Et puis, ma petite dernière, Hugging Face, qui pour le coup a une ambition totalement démesurée, puisqu'il s'agit d'occuper nos ados en leur proposant mon meilleur ami le bot, qui leur parlera calmement, même dans leurs mauvais jours.
Ces startups, je vous invite à les rencontrer ici, à Expérience, à l'AI Academy, dont l'objectif est effectivement de montrer des illustrations très concrètes de l'intelligence artificielle. Allez-y, c'est sur en salle 200 par là, vous y trouverez plus de 35 projets qui concrètement, de manière très immersive, vous montreront de quoi on parle. Et puis ces startups, vous allez aussi les retrouver dans tout un tas de sessions techniques dans lesquelles ils vont expliquer leurs choix de plateforme, leurs algorithmes, leurs données, etc., etc. Enfin, qui dit terre d'excellence, dit terre d'investissement. Et je vous rappelle donc l'ouverture très prochaine, en France, de nos data centers, qui vont apporter localement toute la puissance d'Azure, d'Office 365 et de Dynamics 365 au plus près des besoins des utilisateurs, des développeurs et des data scientists français. Bon, vous l'avez compris, je crois, l'intelligence artificielle, elle est partout, disponible pour tout le monde et aujourd'hui. Pour nous, ça fait partie des next big things, comme on dit, des choses qui vont changer le monde. Nous y croyons tellement que le patron de Microsoft Research est aussi devenu celui de l'intelligence artificielle. Et vous l'attendez, je vais maintenant laisser la place au père du computer vision, à l'homme qui pilote aujourd'hui la R&D de Microsoft dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans le quantum computing. Je vous demande de faire une ovation à monsieur Harry Shum. We're only human. We're the only thing like us. We reason, love, dream, care, explore, imagine, hope, build, collaborate. All the things that make us, us, have been with us for thousands of years. The same goes for the challenges we face. Raising our children, feeding ourselves, expanding what we know, sharing our planet, understanding one another better, overcoming and preventing disease. Today, we are welcoming something entirely new to the human experience: artificial intelligence, AI, for everyone. With AI, we'll still be human. We'll just be more capable, more connected, more insightful, more aware, more caring, more informed. In essence, more human. Bonjour. It's great to be here in Paris. I would try to give my presentation in French, but I'm still working on improving my English. So I'm very excited to talk to you today about the work Microsoft is doing to help customers to take advantage of the technology today and prepare for the future. Today, I will mostly talk about AI. Artificial intelligence. Everyone is excited about AI. Why is that? Because the opposite of artificial intelligence is natural stupidity. So I always thought that those company executives are afraid of not talking about AI. But today, let me start with our company's mission. We are focused on empowering every person and every organization on the planet to achieve more. It's a really powerful mission. I would add 2 more words to that, with AI. I have worked in this field of AI for a long time, and now it's really a big moment for AI. AI will disrupt every business, whether an industry vertical like banking or transportation, or a horizontal process
like sales or customer support. Because the cloud and AI will have the potential to drive the biggest digital transformation. And our goal at Microsoft is to help you to take advantage of that and get prepared. So this is exactly why a year ago, our company CEO, Satya Nadella, and I created our new AI and research organization. We are focused on infusing AI into everything we do across Microsoft and building new AI products, services, and technologies for consumers and the business customers. At the same time, we are also committed our long-term investment with Microsoft Research to keep pushing the boundary of computer science. Today, we have about 8,000 engineers and scientists working together to accelerate the cycle from research to product. But AI is not something new to us at Microsoft. 26 years ago, when Bill Gates created Microsoft Research, he had a vision of general AI. Computers that one day could see, hear, talk, and understand the human beings. In fact, first 3 groups we created at Microsoft Research were natural language group, speech group, and the computer vision group. But it has taken us a long, long time to get to where we are today in terms of AI capabilities. 3 reasons or 3 converging forces really helped us. The first is really huge amount of data with the internet and now more and more with the IoT devices. Second, massive amount of computing power, especially with the cloud. Third, breakthrough algorithms, especially with deep learning. So this is why now we can make a lot of progresses. I'm going to share with you 3 areas of progress in computer vision, in speech, and in natural language, what we do at Microsoft. Let me start with my own research area, computer vision. 2 years ago, we created this new deep neural network architecture called ResNet. With 152 layers of neural nets, we were able to accomplish first place in all the 3 categories that we participated in ImageNet competition. I'm sure many of you in the audience have been using ResNet. If you are not using ResNet, then you are not very deep in deep learning. The second area I want to talk about is actually speech recognition. Just a couple of months ago, we accomplished something, it's really stunning. With this standard test set called the switchboard data set in the US, it's really the phone call conversations that our system accomplished 5.1% of error rate. This is really amazing. This is above the human error parity. And it means that now we can transcribe speech better than the professional. So this kind of accomplishment seemed to be so far away, even a few years ago. The third area I want to talk about is natural language. So several years ago, we actually formed a small team working on a very difficult problem, person-to-person real-time machine translation. And our team has accomplished a lot. And I'm going to try a very bold demo with my Chinese on stage here. So let me direct your eyes to this large screen here, and you will know why I'm so excited about. 你们可以看见，我能够对演讲的内容进行翻译，并用字幕展现出来。我们今年夏天正式发布了这一新的功能，这一功能给我们的用户带来巨大价值，我感到非常兴奋。
I couldn't really read the French there, but I hope my Chinese with a heavy southern accent did okay. So it's so exciting to see this technology. And this is only a small part of what we can do. Now with Microsoft Translator, we can support up to 12 spoken languages and 60 languages in text. So I'm going to invite my colleague Lauren to come to the stage to show you more of what we can do with Microsoft Translator. Lauren. Merci Harry. Bonjour à tous. Je vais vous faire... Je suis un développeur dans l'équipe Speech et je vais vous faire une présentation de ce qu'on peut faire aujourd'hui depuis PowerPoint. J'ai installé Ladin, je le démarre, je choisis ma langue parlée, le français, la langue des sous-titres, l'anglais, et je le démarre. En 2 clics, j'ai une présentation en français avec des sous-titres en anglais. Nos amis anglophones dans la salle peuvent me comprendre. Fantastique, non? Afficher les sous-titres sur l'écran principal n'est pas toujours la solution la plus appropriée. C'est la raison pour laquelle nous offrons une possibilité d'obtenir la transcription directement sur vos téléphones et ordinateurs portables. Je vais vous montrer ceci. Je me connecte. J'ai choisi l'allemand. Et maintenant, je reçois sur mon téléphone ou sur mon application une traduction en allemand. Vous pouvez faire la même chose depuis la salle pour vérifier que ça marche pour vous. Un autre aspect que je ne peux malheureusement pas démontrer en français, cette fonctionnalité sera bientôt supportée en français, mais pour le moment, elle ne l'est qu'en anglais et en chinois, est la possibilité d'adapter le modèle. Je vais devoir basculer en anglais pour ceci. So I switch back to English, pick English as the spoken language, and start it. This is mainly about use cases when you have a presentation about a technical topic, which is the case in most lectures. Think about a lecture on geology, biology, artificial intelligence, and so on. In those cases, you will use domain-specific vocabulary and domain-specific acronyms. Using a baseline model to do the speech-to-text does not work very well for those scenarios. That's the reason why our tool is learning the vocabulary from the slides. Let me show you some examples. Tyndall effect is the scattering of light by colloidal particles. We are in Paris, close to Levallois and Neuilly. Proteobacteria are gram-negative bacteria. In this toy example, it is working by using the text that is in the slides, but in a more realistic use case, we use more data. We use, for instance, the whole chapter on biology before giving a lecture on biology. Let me try a few more sentences. Neoproterozoic was the era before Paleozoic. Or even words that does not exist. Should we call Homo siliconzoic the era of humans and artificial intelligence? So you see that even with my terrible accent, it produced something useful. We can say that we are one step closer to the Babelfish of the Hitchhiker Guide to the Galaxy, one step closer to the universal translator of Star Trek. Everything I did show you is publicly available. You can download the PowerPoint extension and try everything I did show you by yourself.
All of this is based on the Microsoft Cognitive Services that can be used by developers to produce something similar. Thanks a lot for your attention. Thank you very much, Lauren. Well, I hope you try Microsoft Translator. And clearly, AI has changed everything about the speech recognition and the machine translation. You have just seen a few technology and the product examples. But now I want to give you the big picture of how we are going to bring AI to life. So we have been investing across 3 broad areas: data graphs, cloud and the intelligence platform, and the new user experiences by taking advantage of AI, so that we can build a valuable set of assets for our customers. Let's start with data. And the data is the new oil. We all know that. And the AI improves with data signals from the world around us. This is actually a virtuous flywheel. And with each turn, AI gets better. Data is created, models extract knowledge from data, then deliver it to the new user experience. And when users use this kind of new experience and provide the feedback with more data, that we can continue to improve the model. At Microsoft, we gather, use, and protect the data responsibly. Our data assets, being Cortana, Office 365, Dynamics 365, Windows, and LinkedIn, enable groundbreaking scenarios and the possibilities for our customers because they are broad and deep, spanning the world at large, the workplace, custom LOB apps, and the user data. We are focused on putting strong governance model there so that we use the data we collected in the manner we are permitted to. More importantly, providing controls to our customers so that they can better oversee their own data and the information. So now let me talk about the cloud and the intelligence platform we are building to help our customers. That's really the key for us, because we are building a platform to democratize AI so that every developer can be an AI developer, every data scientist can be an AI data scientist, and every company can be an AI company. So we are working hard to deliver Microsoft's vision of the intelligent cloud and the intelligent edge infused by AI. So the Microsoft Cloud and AI platform we are building has 3 major pieces. So they are services, infrastructure, and the tools that we have been developing over a long period of time. Last week at the Ignite conference, we announced some amazing new capabilities. I'm going to highlight a few of them for you today. And please join many detailed sessions later so you can learn more. So let me start with services. And I will tell you 3 of them. The first is Azure ML, or Azure Machine Learning. For the most sophisticated and the custom AI applications, any ML algorithms you would like to try, Azure ML is probably the right place for you. Second is cognitive services. That's really is a set of pre-built AI capabilities hosted in the cloud. You can easily integrate those cognitive services to build your own AI applications. The third is really about helping you to do conversational AI. That's really about the bot framework and the Azure bot services. All these services are built on the cutting-edge infrastructure of Azure. It has 2 sides, the data side and the compute side. So on the data side, we have tons of great stuff going on, and we announced a lot at Ignite. I'm most excited about Cosmos DB. It's global, multimodal database that delivers turnkey horizontal scale-out
with guaranteed milliseconds latency and uptime. And on the compute side, we are investing a lot in AI infrastructure of the future to enable big compute, especially to train and deploy those big machine learning AI algorithms with CPUs, GPUs, FPGAs, and the new silicon investments. And on the tool side, we have steadily grown our collection of coding and management tools for our developers so that it will be easier for you to develop AI projects. We just released, for example, the VS Code tools for deep learning, making the development of deep learning much easier. We all know, because of the still early days for this deep learning AI, there are many, many different frameworks across the industry. So we support all those popular ones, from Microsoft's Cognitive Toolkit to TensorFlow to Caffe and to others. So now I want to get into some details of those three services so you can really see and experience some possibilities. Let me first of all tell you more about Azure Machine Learning. So last week, we delivered a massive upgrade at Ignite with some new capabilities and enhancements. The thing I feel very excited about is this thing called Azure Machine Learning Workbench. It's really a client-side tool that runs on both Windows and the Mac. It enables more productivity for the data scientists and the developers because it provides seamless integration with many other AI machine learning services on Azure. And we also added some new capabilities so that the data scientists can transform data into intelligence much more easily. I'm excited to show you how one of our customers has used Azure Machine Learning to help a vulnerable animal species. Let's play the video. The snow leopard is a big cat that lives in high-altitude areas in Asia and Central Asia. Right now, we only have about 3,800 to 6,500 left in the wild, so their population is definitely in danger. The Snow Leopard Trust is an organization that's based in Seattle. They raise money for snow leopard conservation. Our main focus is community-based conservation. The way we attempt to count snow leopards today is through camera trapping. For a given survey, that can take up to 300 hours just for the sorting of the images. So our researchers are spending time doing that as opposed to actually doing science. Right now, we're in the process of taking some of our hundreds of thousands of pictures, and we're building an ML model in Azure ML to be able to determine whether or not a given image has a snow leopard. Working with the Snow Leopard Trust is really rewarding. It's an amazing feeling to make an impact on the world and know that you're helping these researchers use their time for real science rather than doing things like classifying images. We're using Microsoft's new open source library, MML Spark, which really simplifies the experience of building deep learning models using Spark. We actually build a deep learning model on ImageNet data. It's this publicly available, really large data set. And what we then do is that model learns things like shapes and textures and things like that. And then we take that model and we cut off the last few layers and we train it specially to detect snow leopards. That honestly will save us thousands of hours of our researchers' time. That's just invaluable for us. We encourage you to check out these services and to share your feedback. So now let's talk about the cognitive services. They are really designed to make it easier to infuse AI and intelligence into your data and your app. Today, we have 30 easy-to-use REST APIs in the cloud. 13 of them already GA, and 17 are in the beta. So as a part of this collection, we also offer custom services that allow you to customize your own models using your own data in language, speech, vision, knowledge, and even in search for your own specific data set. One of the most difficult materials to index is video.
because it actually requires voice recognition, vision recognition, and the text recognition, and other technologies. So we have packaged all those services into a single one, which we call the video indexer. So please welcome Jean-Sébastien to the stage to show you what we can do with the video indexer. Merci Harry, bonjour à tous. Alors effectivement, avec Vidéo Indexeur, on va pouvoir aujourd'hui analyser, indexer des contenus vidéo. Et l'idée est simple, extraire un ensemble de métadonnées, d'insights depuis ces vidéos pour faciliter la recherche dans les contenus. Et pour nous aider à extraire finalement ces métadonnées, on va s'appuyer sur Microsoft Cognitive Services. Alors on va basculer côté portail de vidéoindexeur.ai, voilà. Et je vais pouvoir du coup uploader différents contenus vidéo, soit manuellement, soit en utilisant des API pour instrumenter le service. Et en termes de démo, eh bien, je vais m'intéresser à une vidéo un petit peu historique des Microsoft Tech Days, donc juste avant Expérience, qui s'appelle Coding for Fun. Et dans cette vidéo un petit peu de programmation déjantée, en 2015, il y avait vraiment un passage qui m'avait beaucoup plu et intéressé, qui avait été animé par David Catu. Et l'idée, c'était, dans cette démo, de réimplémenter complètement le navigateur Edge et d'appliquer du contrôle parental pour protéger notamment sa fille des dangers Internet. Il avait remplacé l'intégralité des images et des vidéos par des poneys. Donc j'ai un certain nombre de termes, comme poney, navigateur ou Edge, qui vont me permettre de faciliter un petit peu ma recherche. Alors j'ai déjà soumis la vidéo sur le portail de Vidéo Indexeur. Voilà le contenu. On récupère effectivement un certain nombre d'insights directement à droite. Mais la finalité, c'est de ne pas rester forcément dans le portail de vidéoindexeur.ai, mais bien de proposer cette expérience de recherche auprès de l'utilisateur. Et donc, on a ici un code embed qu'on va pouvoir utiliser et encapsuler très facilement dans n'importe quelle page web. Donc, on a ce type de résultat avec, sur la gauche, eh bien, le player et sur la droite, les différents insights qu'on va pouvoir utiliser pour faire la recherche. Alors, j'ai mes différents intervenants. Et on peut voir que pour certains intervenants, notamment Mitsuru Furuta, c'est assez facile de trouver à quel moment il a fait la démonstration, car son temps de parole en session a été plutôt ciblé. Pour David Catu, c'est beaucoup plus compliqué, car il parle à peu près tout le temps pendant la session, en tout cas il est présent tout le temps à l'écran, donc je ne vais pas pouvoir utiliser cette information-là pour retrouver la démonstration en question. Alors, je vais devoir à la place utiliser le transcript. Et le transcript me permet d'avoir l'intégralité des dialogues de la session qui sont proposés, associés aux intervenants. Et j'ai également ici un OCR, donc de la reconnaissance de texte, qui est appliqué à l'intégralité des slides ou à l'intégralité des captures d'écran qui interviennent pendant la session. Alors, on peut noter au passage qu'on a des petites étoiles un petit peu partout dans les discours. Ça, c'est la modération de contenu qui s'est mise en route. Et on peut voir que pour Coding for Fun, voilà, dès la première ligne, dès la première parole, il y a déjà eu des contenus modérés. Alors, on va rechercher. Alors, pour être tout à fait franc, la première fois que j'ai fait la recherche, du coup, j'ai tapé poney. Mais je n'avais pas de résultat. Alors, j'étais un petit peu déçu. Donc, ensuite, j'ai cherché navigateur. Et là, on retrouve quand même quelques passages. Ça permet déjà d'assez délimiter finalement ma recherche. Et si je cherche le terme Edge, là, on est plutôt pas mal. Je vais essayer de lancer la vidéo. Ah, déjà David Catu est à l'écran, c'est plutôt bien. Edge. Donc on retrouve bien Edge pour Extreme Defense Grid Explorer. Et on est pas mal. Ouais, Alors, j'ai quand même voulu investiguer pourquoi j'arrivais pas à trouver le terme poney. Et finalement, en regardant le transcript plus en détail, je me suis aperçu qu'il fallait que je recherche pony. Alors, j'ai voulu investiguer si le problème venait plutôt de l'indexation ou d'un accent un petit peu anglo-toulousain prononcé. Et on va écouter ça ensemble. Je vais les faire pointer sur des ponies aléatoires. Bon, je vous laisse donc arbitrer, voilà. Alors, il y a
une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est les annotations dans Vidéo Indexeur. L'idée, c'est qu'on a effectivement des passages sur lesquels, en fait, on a eu de la détection d'images qui a été appliquée, et donc je peux retrouver assez facilement certains termes. Et notamment, j'ai envie de retrouver l'ambiance particulière qu'il y a à Coding for Fun, avec ici le terme full. Et donc, si j'utilise le terme full, bon, on le voit un petit peu en petit, voilà, on va pouvoir retrouver toutes les séquences de la vidéo sur lesquelles j'ai la full au premier plan et les intervenants au second plan. Alors, ça va être très pratique pour des vidéos un petit peu plus traditionnelles, où généralement, vous avez des intervenants, des slides, des captures d'écran et encore des intervenants. On va pouvoir utiliser ici le mot-clé capture d'écran pour retrouver toutes les slides en question. Alors, on vient de voir une utilisation assez classique de Vidéo Indexeur. Et on a une autre application qui est disponible, c'est la possibilité d'éditer le contenu. Alors, vu qu'on a ici 1 heure actuellement de session, ce qui peut être pratique, c'est de résumer à quelques minutes pour faire du teasing ou pour juste récupérer notamment la démo de David Cature. Eh bien, je vais pouvoir du coup chercher le terme navigateur ou Pony. Je peux désactiver l'OCR. Et ici, je vais avoir des pistes audio, de la même manière qu'on a une application musicale et on peut choisir un petit peu les pistes audio à écouter. Et bien ici, je vais rajouter toutes les pistes audio qui ont un rapport avec le terme navigateur et je vais pouvoir pré-visualiser le contenu. Et donc, du coup, mon contenu va basculer d'1 heure à peu près à 3 minutes 20 et je vais pouvoir publier directement ce contenu auprès de mes utilisateurs. Voilà, on vient de voir effectivement une utilisation de Vidéo Indexeur en quelques minutes. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur vidéoindexeur.ai. Merci. Thank you, Jean-Sebastian. I'm excited to see what you will build with cognitive services, just like more than 500,000 developers are already doing today. So the third and the last piece of the services I want to talk to you is Bot Framework. It's really about building conversational AI, or many of you will call it chatbots. So conversational AI is going to be very, very important. It's really the next step in human-machine interaction. So I'm so excited about what customers are already doing with our bot framework. A fantastic example is the new chatbot that Stack Overflow created using Azure ML, cognitive services, bot framework, and other services. So I'm going to welcome Jean-Sebastian again to the stage to show you what I mean. Alors, Stack Overflow, vous connaissez probablement. Stack Overflow est un site web qui rassemble à peu près 50 millions d'utilisateurs chaque mois. Et si vous êtes développeur, probablement que vous avez déjà passé un petit peu de temps sur les forums de discussion, soit pour poser des questions techniques, soit pour y répondre. Et aujourd'hui, Stack Overflow et Microsoft collaborent ensemble sur des sujets d'intelligence artificielle. Et un des premiers sujets abordés, eh bien, c'est la réalisation d'un agent conversationnel ensemble. Alors, ce que vous avez à l'écran actuellement, c'est Visual Studio Code. Et j'essaye d'apprendre actuellement le langage Python, et notamment pour faire de l'apprentissage, pour essayer d'entraîner un modèle de reconnaissance d'image. Donc pour ceci, on va avoir besoin de Python et également d'un toolkit qui s'appelle CNTK pour Cognitive Toolkit. Et un temps d'entraînement sur du machine learning, ça prend toujours du temps. Et donc, il faut essayer de l'entraîner sur une ou plusieurs cartes graphiques. Et actuellement, j'ai un problème. Je voudrais apprendre à comprendre pourquoi je ne peux pas faire tourner mon algorithme sur plusieurs cartes graphiques. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je peux poser ma question directement sur le site web de Stack Overflow. Soit ma deuxième possibilité, c'est aujourd'hui de pouvoir utiliser cet agent conversationnel qui s'appelle StackBot et que je peux utiliser directement depuis Visual Studio Code. Donc, je vais lui poser ma question. Voilà, comment faire tourner CNTK sur plusieurs GPU. Et on va rechercher les réponses qui proviennent de Stack Overflow. Alors, j'ai envie de regarder un petit peu plus en détail ce qui s'est passé pour cet appel. Et honnêtement, on aurait pu soit utiliser les API de Stack Overflow, mais à la place, on a utilisé directement l'indexation de Bing. Et depuis quelques mois, on a une nouvelle API qui s'appelle Bing Custom Search et qui va nous permettre de rechercher uniquement sur les sites qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'on va rajouter ici soit des sites web, soit des pages web, soit potentiellement en supprimer, en bloquer ou même en mettre en avant,
En fait, on fait une API complètement personnalisée de recherche en utilisant l'indexation de Bing sur vos propres contenus. Donc cette API personnalisée que j'ai créée, eh bien, je l'utilise ici dans le bot de Stackbot pour récupérer la réponse en question. Mais la fonctionnalité que je préfère sur le bot, c'est « Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît, à écrire du code ?» Alors ici, on utilise de l'interprétation du langage. Donc on a un service qui s'appelle LUIS pour Language Understanding. Et il a compris, effectivement, que je voulais écrire du code. Et là, on va me proposer une fonctionnalité pour écrire un algorithme. Pour moi, il a besoin de 2 informations. Ce qui va être en entrée de l'algorithme, par exemple, Jean-Sébastien Dupuis. Et avec une notation pipe, il va me demander ce que je veux en sortie. Donc par exemple, Jean-Sébastien D. Alors là, j'ai 2 possibilités. Soit il va me proposer de donner d'autres exemples pour affiner un petit peu son algorithme, soit il peut directement écrire un code pour moi. Alors vu qu'on travaille actuellement en collaboration avec pas mal de développeurs qui travaillent soit sur du langage Python, soit du C, soit du C++, c'est-à-dire depuis différents langages, eh bien, il va me proposer directement un script en pseudocode que je vais pouvoir utiliser et échanger avec mes différents collègues. Si vous êtes intéressé par la génération de tels scripts dans vos applications, eh bien, n'hésitez pas à regarder le SDK qui est associé, qui s'appelle Prose, le Prose SDK. Alors, accessoirement, le bot peut me raconter un ensemble de blagues sur du développement, des blagues orientées développement, orientées pour les développeurs. Il y en a une petite centaine, donc n'hésitez pas à les tester, il y a mon chef à côté. Mais si vous voulez tester tout ça et regarder un petit peu comment ça se passe, eh bien, il y a déjà le code qui est disponible sur GitHub, le Stack Overflow Bot, donc n'hésitez pas à aller le compiler et voir à l'enrichir par vous-même. Merci beaucoup. Thank you, Jean-Sebastian. I love this demo. When you have this kind of tools, it makes you wonder, is no more excuse not to write a code because you can just copy. So conversational AI brings so many new possibilities. You can start today with Bot Framework. And with Bot Framework, we can help you not only build the bot, but also deploy bots to various channels, and even help you to operationalize it, for example, running on Azure. Let me now shift to the investments that we are making to use the data, intelligence, and the cloud to create this new kind of user experience with AI. We are exploring the new solutions to improve what we do at Microsoft and also help our customers and the partners to do the same. We are investing big time in Cortana and the intelligent assistants. That is, those intelligent assistants will go wherever you go and give you whatever you need at the right place, right time, and across your work life, or even when in your car. And with applications that we are really infusing AI into all the Microsoft products. Let me give you a few highlights that we actually shared last week at the Ignite. For example, Office 365 will include a new profile card that can display LinkedIn information. Dynamics 365 AI solutions can now tackle high-value, complex enterprise scenarios, such as custom services. And Excel is going to get smarter with the help of AI and machine learning. But here, now, I really want to talk to you about Bing. Bing is a big AI application at Microsoft, and it's growing. It powers hundreds of partners, giving us a broad data signal. In the United States, today Bing powers 33% of web search, according to Comscore. In France, we have been investing in Bing since 2009. And today, we are serving more than 600 million searches every month. And we are constantly adding new features and capabilities. Well, we're doing well in web search.
But what about the search at work? Enterprise data is everywhere, in your email, documents, websites, HR apps, or finance databases. But the search across all the information in an organization is harder than you think. For example, structured databases captive to individual tools have stood in the way. So we have to figure out a way to index all this kind of information so that we can search. I'm happy to tell you that now we have an answer. It's called Bing for Business. We just announced a week ago. With the extensibility of Microsoft Data Graphs and the new AI machine learning capabilities, and together with Office 365, we have created an entirely new and intelligent search experience in Bing. So now I'm going to ask my colleague Caroline to show you what we do with Bing for Business. Caroline. Merci Harry. Bonjour à tous. Chez Bing, nous travaillons à améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Notre but, leur faire gagner du temps. Je vais vous le montrer avec quelques expériences. La plus sérieuse, League of Legends. Je suppose qu'il y a quelques joueurs de e-sport dans la salle. Donc, en cherchant League of Legends dans Bing, vous allez avoir accès au classement de toutes les équipes du championnat du monde en ce moment. Vous allez pouvoir consulter toute la liste des joueurs de chaque équipe. Et aussi, vous pourrez avoir accès directement aux vidéos des matchs joués. Enfin, si vous n'êtes pas fan de e-sport pour le moment, vous êtes peut-être fan de foot. Si vous tapez Ligue 1 dans Bing, vous allez avoir accès à l'ensemble des matchs qui ont été joués, ainsi qu'au calendrier des futurs matchs. Vous allez aussi avoir accès aux prédictions de Bing. Donc là, par exemple, pour le week-end prochain, il y a un match Lyon-Monaco qui s'annonce nul pour Bing. On verra si Lyon, qui est en retard dans le classement et qui joue à domicile, voudra faire mentir les statistiques. Je suppose que vous vous demandez comment ces statistiques sont construites. On utilise les données des précédents matchs, on utilise les tirs cadrés, etc. Et on construit de nombreux autres modèles du même type. Enfin, si vous n'êtes ni fan de foot, ni joueur d'e-sport, vous êtes peut-être développeur, et Bing travaille aussi pour vous, en construisant des outils pratiques pour votre quotidien. Donc, si vous cherchez un langage de programmation et une fonction, une fonctionnalité, vous allez avoir directement accès sur la page de résultats à un exemple de code. Donc, ça, c'est pour le côté perso. Côté pro, je vais vous montrer ce que Bing apporte avec Bing Entreprise. Donc, quand on m'a dit « tu vas monter sur scène avec Harry Shum pour faire une démo », j'ai tout de suite voulu en savoir plus. Donc, j'ai tapé Harry Shum dans mon moteur de recherche, Bing, bien sûr. Et là, j'ai tout de suite pu avoir accès à des informations sur Harry Shum. Un utilisateur lambda aurait eu accès aux informations d'Harry Shum Jr., l'acteur de Glee, dans mon contexte professionnel, parce que je suis connecté avec mon compte professionnel, je vais pouvoir avoir accès directement aux informations de mon entreprise. Donc là, en l'occurrence, sur Harry Shum, je vais pouvoir avoir accès au prochain rendez-vous, au fichier qu'il aura partagé avec moi, mais aussi à l'organigramme. Enfin, je vais aussi avoir accès à l'emplacement de son bureau pour pouvoir le retrouver. Donc ça, c'est un premier point. C'est déjà des informations essentielles qu'on met toujours beaucoup de temps à retrouver dans les entreprises. Mais ce n'est pas tout. On sait aussi tous que c'est toujours compliqué de retrouver les sites intranet, les applications. Là, Bing va pouvoir m'aider aussi avec des applications directement connectées grâce à Bing Entreprise. Donc, par exemple, si je tape Expense, donc mes notes de frais, je vais pouvoir avoir accès à l'ensemble de la liste de mes notes de frais, mais je vais aussi avoir accès aux notes de frais de mes collaborateurs. Donc, je vais pouvoir les valider directement en ligne. Et là, par exemple, sur la dernière, j'ai un petit doute parce qu'il s'agit de dépenses en marge d'une conférence. Donc, avec Bing Entreprise, on va aussi pouvoir poser des questions en langage naturel directement dans le moteur de recherche. En posant cette question, j'ai tout de suite la réponse en tête des résultats, encore une fois en langage naturel. On a analysé plus de 5200 documents des IT et des ressources humaines pour pouvoir, avec des techniques de compréhension de langage naturel et de deep learning, pour pouvoir être capable de proposer cette réponse pertinente à nos utilisateurs.
Enfin, on voit tout de suite l'avantage pour les salariés, mais il y a aussi un avantage pour les administrateurs IT. On sait qu'ils ont vraiment à cœur de proposer une expérience sur mesure pour les salariés de leur entreprise et de pouvoir optimiser cette expérience. Donc là, grâce au tableau de bord, ils vont pouvoir avoir accès à l'ensemble des requêtes qui ont été faites par les salariés de façon agrégée et anonyme, bien sûr, et ils vont pouvoir proposer une expérience de plus en plus optimisée pour leurs salariés de leurs entreprises. Donc on voit très bien comment Bing me fait gagner du temps côté perso et côté pro. Et la bonne nouvelle, c'est que Bing Entreprise est disponible en private preview dès aujourd'hui. Et donc vous pouvez nous demander l'accès. Merci à tous. Thank you very much, Caroline. I hope you all give Bing a try if you have not already yet, and participate in our private preview of Bing for Business. You never know what you can learn about your company's data. When you use Microsoft Cloud, Microsoft AI, and the Microsoft Graphs, with your own industry, company, and your user data, you can create entirely new user experiences and applications that can truly empower your customers. And just look at what one of our Toulouse-based partners, Equidex, has done. Using Xeramin, ASP.NET, Azure App Services, Azure SQL Database, and the cognitive services, they very quickly developed an amazing AI-enabled application. Let's play the video. Arthur, c'est un autiste sévère qui n'a pas de langage, donc qui a une compréhension assez basse des choses, assez petite, et qui a 15 ans. Il était à la crèche. À un moment donné, on a eu l'impression qu'il ne nous entendait plus et le regard était plus vide. On est allé voir une pédiatre qui nous a dit tout de suite, il est autiste. On n'y croit pas. Ce qu'on lisait, c'était pas possible. Il ferait pas partie de ce tableau. Et il a fait partie du tableau le plus sévère qui existe quand même. Aucun langage. Il saute partout, il crie beaucoup. Donc voilà, c'est bien fatigant, le quotidien. Quand il s'énerve, c'est quand même qu'il n'a pas compris quelque chose ou qu'il veut quelque chose. Le classeur, le PEC, c'est pas quelque chose d'évident, de facile. On n'a jamais la bonne carte. La bonne carte, elle est perdue, elle est tombée sous le fauteuil. On a quand même un peu ramé. D'où l'intérêt pour lui de communiquer avec El Picto. Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application El Picto instantanément en pictogramme et après, d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. Le départ d'El Picto, c'est des discussions que j'ai eues avec Karine, la directrice de l'association Impact, qui avait une idée depuis quelques temps, mais c'est devenu possible depuis quelques mois. Microsoft a développé ce qu'on appelle des cognitive services, mis à disposition dans le cloud de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vocale et des traducteurs automatiques de langue. Et ça, c'est important parce que c'est nous donner la possibilité à nous, PME, d'accéder à ce qui se fait de mieux en matière d'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus ludique, plus facile, il comprend mieux. N'importe où, en forêt, on se balade et est-ce que tu veux boire? Est-ce que tu veux faire pipi? Est-ce que tu as faim? Ça paraît pas grand-chose, mais en fait c'est énorme cette différence. C'est vraiment énorme. Plus on utilise El Picto, mieux ça fonctionne. Le modèle va continuer à apprendre au fur et à mesure pour faire en sorte de l'optimiser et de le spécialiser. L'autre jour, j'ai appuyé sur on va se doucher, il regarde la tablette et il va dans la salle de bain. Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de larmes. Enfin, c'était waouh, c'était super quoi. Des petites choses comme ça, c'est une grande victoire. It's really an amazing app, and I'm very touched by the story and how those developers created this amazing app. I look forward to meeting the El Picto team late this afternoon. So it's really amazing. So today we actually talked about
the next big technology paradigm shift. That's the cloud and AI. But at Microsoft, we are thinking broadly about the future. Microsoft Research, in particular, has the history of playing the long game and investing in fundamental research areas to discover and lead the next big thing. Let me show you a video of what we do in quantum computing. Let's play the video. Why is Microsoft making big investments in quantum computing? The short answer is, quantum computing will change everything. Some problems are practically impossible for today's computers to solve, since they would require tens of billions of years of classical computing time. Yet those same problems could be solved in hours with a quantum computer of sufficient scale. And the results could transform our world. For example, quantum computing would enable researchers to simulate and develop new catalysts and materials, help improve medicines, invent new industrial processes, accelerate the development of artificial intelligence, even answer fundamental questions about the origins of our universe. Traditional computers, the kind we all use every day, represent information in the form of bits, simple ones and zeros. Quantum computers store information in a different way, using quantum bits, or qubits for short. Qubits exhibit the unique behaviors of the tiniest objects in the universe. Quantum mechanics allows qubits to store much more complex information than traditional bits, so that each qubit added to the computer doubles its processing power. An exponential gain not possible with traditional computing. The challenge is that the qubits created so far have proven extremely hard to scale, and small disturbances can throw off the whole operation. So building a computer with today's qubits is like building a tall, narrow tower with blocks. The more you add, the less stable it becomes. Seeing these limitations, Microsoft believes the most promising way to achieve scale is to build a more stable qubit, called a topological qubit. Other qubits store information in volatile states that can be lost in an instant, like a painting made of sand. Topological qubits store information in a more stable form, like the knot on a string. Whatever happens to the string, the knot remains. Microsoft's approach will allow us to scale up at a much higher rate. To build a topological qubit, we must first master the ability to manipulate a qubit based on a fundamentally different branch of physics. Once achieved, the quicker we can reach our ultimate goal: a quantum computer large and stable enough to solve our most challenging problems. To prepare for that moment, Microsoft is also making parallel advances on all the other necessary disciplines to build it. Around the world, our quantum team is coordinating the efforts of experts in physics, mathematics, cryogenics, programming, computer science, and other fields, so that we can achieve more rapid innovation cycles and reach the promise of a new future faster. By building the scalable quantum computer, Microsoft will bring revolutionary advances to empower every person and every organization on the planet to achieve more. I'm very, very excited about the progress that we have made with our topological approach to quantum computing. It's a hard problem. Last week, we showcased our advances in developing the ecosystem of hardware and the software that we expect will eventually allow developers to take advantage of the power of quantum computing. I hope you will check out our quantum simulator on Azure and participate in building the future. It's really hard for me to over-exaggerate how impactful quantum computing will become. Just look back the last 60 years, what we have done with the digital computing. So I'm really grateful for this opportunity today to talk to you. We are engineers and scientists. We have a unique role to play in shaping the future, to use the technology to create new possibilities, to help customers, to transform businesses, to benefit our society. Each of us can make a huge difference. I invite you to come on the journey with us, and I'm very excited to see what you can create with Microsoft AI. Merci beaucoup.
Thank you so much, Harry. This was more than inspiring. Je vous disais tout à l'heure, rebonjour d'abord, je vous disais tout à l'heure que l'intelligence artificielle, c'est parti. C'est aujourd'hui, ce qui est bien avec Harry, c'est qu'on se rend compte que c'est aussi demain et un champ du possible infini. De retour donc pour continuer cette plénière sur l'intelligence artificielle. Alors la suite du programme, je vous avais promis du concret. Je vous propose du concret de chez concret. Et je vais donc accueillir 2 clients qui aujourd'hui participent à cette aventure de l'intelligence artificielle et qui s'en servent au quotidien dans leur business. Avant qu'ils nous rejoignent, je vous propose de découvrir effectivement leur univers dans une vidéo. Je ne suis donc plus tout seul et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Laurenti, Senior Manager R&D chez Amadeus. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Philippe Angota, qui est directeur de la relation client chez LPG. Bonjour Christophe. Philippe. Alors Jean-Michel et Philippe, vous exercez des métiers, on va dire, très différents, des univers qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais vous avez un point commun. Vous collectez de la donnée pour l'analyser, l'enrichir et, j'allais dire, en extraire la substantifique moelle. Pour Philippe, ce sont des données qui viennent de machines de massage connectées. Pour Jean-Michel, des applications qu'on trouve dans un hôtel. Alors, Jean-Michel, qu'on comprenne bien, le métier d'Amadeus Hospitality, c'est de centraliser, de gérer des réservations. Et si j'ai bien compris aujourd'hui, tout ça, c'est dans le cloud. Alors, pour gérer un hôtel, on utilise une application qui s'appelle un PMS, Property Management System. Alors, c'est une application qui est un petit peu la boîte à tout faire de l'hôtelier. Ça lui sert à centraliser ses réservations, ses tarifs, son inventaire. Traditionnellement, c'est une application lourde qui nécessite d'avoir un serveur, d'avoir des postes clients, d'avoir de la maintenance. Donc chez nous, chez Amadeus Hospitality, on a porté cette application dans le cloud. On a fait une véritable application cloud à base de services. On ne s'est pas juste contenté de prendre une application legacy et de la mettre dans des VM. Et donc ça nous permet d'avoir un certain nombre de bénéfices, comme par exemple d'avoir des mises à jour qui sont plus rapides, également d'avoir des déploiements qui sont simplifiés, ce qui est un véritable intérêt pour des chaînes hôtelières qui ont beaucoup de franchisés. Ouais. Et aujourd'hui, donc, toutes ces réservations, elles sont dans le cloud, mais si on va aller au bout de l'idée, pourtant, il y a quand même tout un tas de systèmes dans l'hôtel auxquels il faut se connecter, donc, et pourtant, eux, ils ne sont pas dans le cloud. Alors, effectivement, un hôtel, c'est aussi beaucoup de systèmes hardware qui permettent, par exemple, de gérer la création de vos cartes magnétiques, qui permettent de gérer la téléphonie, le minibar, très important, le minibar. Très important. Et certains de ces systèmes sont vraiment anciens. Et ils utilisent des interfaces qui sont elles-mêmes encore plus anciennes, puisqu'on utilise encore du RS-232. Certains ne connaissent pas du tout le TCP/IP. Ah oui, là, tu ne vas pas nous rajeunir quand même, surtout moi en l'occurrence. J'ai quelques vagues souvenirs. Ça parlera à certains. Voilà. Donc, si on ne fait rien, on se retrouve avec d'un côté notre Amadeus Cloud PMS, et puis de l'autre côté les systèmes qui sont dans l'hôtel. Et là, ça pose un problème, parce que ça oblige l'hôtelier à ressaisir manuellement un certain nombre d'informations pour mettre à jour votre facture ou pour générer la carte magnétique. D'accord, bon, voilà. Abrégeons un peu le suspense là. La solution, c'est venu comment ? En fait, la solution, elle est venue ici même, il y a un an, en assistant à une présentation sur Azure IoT Hub. Et donc, en sortant de là, on s'est dit que c'était vraiment la plateforme idéale pour arriver à faire le lien entre nos deux univers. Donc, on avait déjà réfléchi au problème, on avait une équipe qui avait même déjà travaillé sur du hardware, mais ça n'avait jamais vraiment abouti. Et là, en fait, en étant très pragmatique, en juste quelques mois, avec notre partenaire Capgemini, on a amélioré et finalisé une box qui était avec des caractéristiques très limitées. On parle d'un engin qui fait tourner du .NET Micro Framework, qui a 13 mégas de RAM. T'as bien dit méga, pas giga. J'ai bien dit méga. C'est pas gros. Ouais. Et donc, en quelques mois, voilà, on est en production depuis le mois d'août. Et depuis, on arrive à faire le lien entre notre PMS dans le cloud et puis les systèmes RS-232 ou IP qui sont dans l'hôtel. Excellent, ça. Excellent. Bon, on va y revenir, justement. Alors, Philippe, de votre côté, les choses sont allées très, très vite aussi. Si j'ai bonne mémoire, vous avez commencé en avril. Et avec aujourd'hui, plus de 80% de vos 1500 machines qui sont connectées ?
Oui, tout à fait, c'est ça. Au début, on avait plutôt misé sur 10% de machines connectées parce qu'on passe par les box Internet de nos clients. On pensait être confronté à des problèmes, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, l'objectif révisé de 80% a été complètement atteint. Je tiens à préciser que nos machines sont connectées via l'ADB2C dans Azure et qu'elles tournent sous un OS Android. Ouais, c'est parfait. Là, on va lancer la commercialisation à l'export. On espère maintenir ce taux de connexion. Très clairement, on a mis le doigt dans un mouvement qui va très vite et beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Et alors concrètement, ces données, elles vous apprennent quoi? Alors, nous, en fait, on récupère des données de télémétrie grâce aux capteurs qui sont embarqués dans nos machines. Auparavant, en fait, on effectuait des enquêtes via emailing et c'était... oui, tout à fait. On n'était vraiment pas sûr de la véracité des données, c'était complètement de l'autodéclaratif. Donc ces données, elles nous permettent, ces données de télémétrie collectées nous permettent d'améliorer notre maintenance curative et de maintenir aussi un parc homogène, puisque à présent, 90% des machines sont à jour du dernier firmware une semaine après sa sortie. Je vois très très bien ça. Nous, ce n'est pas des firmware, c'est plutôt des OS, mais je vois très bien de quoi tu parles sur l'homogénéité, effectivement. Mais par contre, la grande nouveauté, si j'ai bien compris, c'est aussi qu'au-delà des données techniques, vous collectez des données d'usage. Oui, en fait, nos machines fonctionnent avec des protocoles de traitement embarqués. Certains à visée thérapeutique, d'autres à visée esthétique. À présent, nous sommes capables d'établir des ratios d'utilisation de ces protocoles et par exemple, définir qu'un protocole sur le corps est plus utilisé qu'un protocole sur le visage. C'est crucial pour nous. Parce qu'en fait, ça nous permettrait de définir qu'un protocole sur lequel on a investi énormément d'argent n'est utilisé que dans 5% des cas. Ah, donc c'est très business aussi. Oui, du coup, on va pouvoir revoir sa promotion marketing. Tout à fait. D'accord, mais c'est une mine d'or, ces données, alors, en pratique, pour la connaissance client. Oui, tout à fait. En plus, parallèlement à ça, on a intégré le CRM Dynamics avec notre partenaire Neos SDI, ce qui nous permet de nourrir cet outil de toutes ces informations. D'accord, excellent. Et Jean-Michel, alors côté Amadeus, on a la box, c'est connecté, on établit, on fait remonter les données, et alors, déjà, la première étape, c'était d'avoir une infrastructure qui soit solide. Bon, maintenant, c'est le cas. Donc, on peut, à partir de là, définir de nouveaux usages. Par exemple, on peut très bien imaginer d'historiser des informations qui vont être les informations de température ou d'éclairage de la chambre, de façon à les réutiliser lors d'une prochaine visite. En fait, ça, c'est assez en ligne avec ce qu'on fait globalement chez Amadeus, puisqu'on a une vue transverse et globale du voyage. Et par exemple, on est capable de prévenir aussi un hôtelier si l'avion dans lequel vous avez embarqué a du retard. Donc, l'idée, c'est vraiment pour nous maintenant de finir d'industrialiser notre déploiement sur notre box. On travaille sur un nouveau hardware et puis d'accumuler ces données. D'accord, c'est super clair. Philippe, ça va changer pas mal de choses, toutes ces données. Vos métiers évoluent. Vous avez embauché des data scientists en pratique ? Oui, on a effectué des recrutements spécialisés, on a créé vraiment une équipe dédiée, même si à l'heure actuelle, donc on a fiabilisé tout le SAV curatif en fiabilisant les diagnostics, en réduisant les temps d'intervention. Maintenant, on se focus sur du SAV préventif, voire prédictif. L'idée, ce ne sera pas de prendre en charge un appel SAV le plus rapidement possible, mais d'intervenir avant un possible incident. D'accord, donc c'est très clair, on voit le lien avec l'IA, donc pour tous les deux, l'injecter dans vos applications, finalement, c'est la prochaine étape qui est juste là à portée de main. Alors, maintenant qu'on est dans le cloud, avoir du machine learning, ça vient quasi automatiquement. Bon, alors l'idée pour nous, vraiment, c'est de rendre l'expérience du voyageur plus fluide, que ce soit en amont, quand on utilise des outils pour planifier son voyage, ou que ce soit pendant les déplacements eux-mêmes. Donc, on a un certain nombre d'initiatives qui s'appuient sur du machine learning. On aura peut-être l'occasion de revenir ici pour en parler. Dans un an, Expérience 2018, par exemple. Philippe, pour LPG ? Nous, l'IA, comme je vous disais, pour la maintenance prédictive, mais aussi des tableaux de bord. Un objectif, en fait, de développer des tableaux de bord via Power BI, et tout cela pour juin 2018. Super. Le mot de la fin pour vous deux, c'est qu'on va vous retrouver sur Expérience, LPG à l'AI Academy. Et puis, je crois, Jean-Michel, cet après-midi, une conférence technique pour expliquer un peu comment tout ça fonctionne dans le détail. À 13h30. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Pour tous ces éclairages. Merci bien.
Je vais passer la main à Monsieur Pierre Lagarde pour un programme de démos, des démos, des démos, encore des démos et peut-être des surprises. Pierre, the stage is yours. Bonjour à tous. Alors effectivement, pendant les 30 prochaines minutes, je vous propose de découvrir en démo comment on fait concrètement des projets d'intelligence artificielle. Alors l'application la plus courante des projets d'intelligence artificielle, c'est de faire de la prédiction ou de faire de la reconnaissance. Aujourd'hui, on peut distinguer 3 étapes dans un projet d'intelligence artificielle. La première, c'est la collection de données. Vous l'avez vu avec LPG Amadeus. La deuxième étape, c'est l'entraînement d'un modèle. Et la troisième étape, c'est la simulation et l'exécution du modèle. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à dissocier finalement ces 2 dernières étapes. Je prends un exemple, je prends une voiture, une caméra, par exemple une machine-outil. On va devoir faire de la prédiction de la reconnaissance sans être connecté au cloud, par exemple. Et on va donc mettre en place des nouvelles architectures qui vont répondre à ces besoins. Et pour nous montrer ces nouvelles architectures, Julien, tu nous as préparé une super démo. Bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai devant moi ici un prototype de voiture autonome. Elle embarque différents capteurs, une caméra et surtout un Raspberry Pi en guise d'ordinateur de bord. Donc c'est un ordinateur peu puissant qui tourne sur une architecture ARM. Et le scénario qu'on a choisi pour cette démonstration, il est relativement simple et vous allez vite le comprendre. Ça va être de reconnaître des panneaux de signalisation. Et l'objectif, dans cette reconnaissance de panneaux, ça va être de le faire en local, sans connectivité Internet. Donc c'est un problème de machine learning qui est relativement classique. Comme tu le disais, c'est de la reconnaissance d'images. Et donc ce qu'on va s'attacher à faire ici, c'est d'identifier le panneau qui a été détouré. Alors c'est quoi l'architecture qu'on met en place pour faire ça? Alors comme tu le disais, on a plusieurs étapes. Ici, on va se concentrer sur 2 étapes. La première, c'est l'Intelligent Cloud. On a entraîné un modèle de classification en utilisant Microsoft Cognitive Toolkit que l'on a entraîné dans le cloud en utilisant des machines virtuelles et surtout des GPU pour faire ça de manière efficace. Ensuite, on ne s'est pas arrêté là puisque plutôt que d'appeler un service au travers d'une API afin de récupérer une évaluation, on a exporté ce modèle sous format binaire et on l'a ensuite packagé dans une application pour qu'elle puisse tourner directement sur le Raspberry Pi ici, et donc on soit capable de faire cette évaluation en local. Allez, la démo. Alors, la démo. Vous allez voir, ça se fait relativement simplement. J'ai ici une petite application Python dans Visual Studio Code, et je voudrais m'attarder sur 3 éléments. La première chose, c'est ici, ce fichier, c'est mon modèle binaire. Donc c'est le modèle qu'on a exporté depuis le cloud Azure, et qui va nous permettre de réaliser la prédiction en local. J'ai ensuite ici une librairie qui s'appelle Embedded Learning Library, qui est une bibliothèque développée par Microsoft Research et qui va me permettre d'évaluer ce modèle localement, directement sur une architecture ARM. Dernier élément important pour cette démonstration, j'ai ici le panneau que je souhaite identifier. Alors évidemment, en conditions réelles, on intercepterait directement le flux live de la caméra qui est embarquée dans la voiture. Ici, on a embarqué directement l'image dans l'application. Alors, on l'exécute? Alors, on va l'exécuter. Donc, je suis connecté ici sur Bash Ubuntu, donc en SSH sur mon Raspberry Pi, et je vais lancer mon application. Et on va voir que malgré le fait que je m'exécute sur un petit ordinateur, ça s'exécute relativement vite. On a l'environnement Python qui est chargé et le modèle qui est chargé en mémoire. Et j'obtiens ici une prédiction qui est plutôt satisfaisante puisqu'on a bien reconnu un signe stop. Alors j'ai une petite question, parce que là, quand tu exécutes ton application, tu utilises Docker. J'ai vu un Dockerfile dans ton projet. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait le choix de Docker? Alors effectivement, j'ai fait le choix de Docker ici, et ce choix, il n'est pas anodin, tout simplement puisque c'est le choix qui a été fait également par les équipes qui développent Azure IoT Edge. Azure IoT Edge, c'est un nouvel élément qui va venir en complément de la suite IoT dans Azure et qui va vous permettre d'exporter des modules intelligents du cloud directement vers vos périphériques. Donc vous allez pouvoir importer différents types de modules. Ça peut être des modules Azure directement, par exemple Azure Functions,
Azure Stream Analytics ou encore Azure Machine Learning. Et vous allez également pouvoir packager des modules personnalisés, par exemple ce que je viens de faire ici, au travers d'un conteneur Docker, et être capable de le déployer sur tous vos périphériques qui s'exécutent at the edge. Excellent. Merci Julien pour cette super démonstration. Merci. Alors les projets d'IA, ce n'est pas que des prototypes, ce sont aussi des applications en production. Et je voudrais vous faire découvrir ce matin une start-up française qui est en train de révolutionner complètement la publicité TV. Mais avant d'accueillir sur scène Realytics, je vous propose de découvrir leurs solutions et leurs métiers en vidéo. Avec le digital, tout est mesurable. Combien de personnes viennent sur votre site? Quels sont les contenus les plus vus? Depuis quel device? Plus difficilement sur le offline, et notamment sur les campagnes TV. Comment avoir de l'analytics sur les campagnes TV comme on en dispose aujourd'hui pour le digital? Mieux, comment mesurer la contribution des campagnes TV à la conversion sur les canaux digitaux? C'est la vocation de Realytics, apporter au offline la puissance analytique du online. Notamment grâce à l'usage du second écran. Désormais, les téléspectateurs réagissent directement après la diffusion d'un spot publicitaire. Comment ça marche? Realytics détecte les spots radio ou TV des annonceurs quand ils sont diffusés. En temps réel, tous les points de contact sont analysés. Site web, application mobile, appel au call center. Résultat, l'impact de la campagne est mesuré. Trafic généré, applications téléchargées, vente et évolution du panier moyen. Et tout cela peut être analysé par spot, médias, jour de la semaine. Des données qui permettent une optimisation fine du plan média. À la clé, des budgets réalloués sur les campagnes les plus efficaces. Mais aussi, la possibilité de cibler, par exemple via les réseaux sociaux, tous ceux qui ont réagi à la campagne. De quoi enclencher un cercle vertueux. Achat média, mesure, optimisation. Avec, à terme, l'automatisation de l'achat média sur la base de données collectées, analysées et modélisées en temps réel. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre. Tu es CTO de Realytics. Merci. Alors normalement, tout le monde a bien situé votre terrain de jeu. Donc la question, évidemment, dans ce paysage, l'IA, ça change quoi? Alors en premier lieu, l'IA va nous permettre de détecter ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Je vais m'appuyer sur un exemple qui est concret chez nous. Vous avez ici une représentation du trafic des visiteurs lorsqu'une publicité télé est diffusée en télévision. Sauf qu'on a une particularité, c'est qu'on a ce qu'on appelle une collision. Donc une collision, c'est quoi? C'est deux spots du même annonceur qui sont diffusés sur deux chaînes différentes, mais dans un espace-temps rapproché. Dans ce cas-là, le machine learning va nous permettre de correctement attribuer à chacun des spots le bon nombre de visiteurs et ainsi déterminer quel est le meilleur ROI, sur quel support on a le meilleur ROI. Autre exemple, on va pouvoir permettre à nos annonceurs d'anticiper l'impact sur l'écosystème digital d'une campagne de télé et ainsi recommander le meilleur média plan possible avant même qu'ils puissent l'acheter. Tu parles d'anticiper l'impact. Est-ce que tu peux nous donner juste un exemple d'impact que vous arrivez à anticiper? Alors évidemment, il va être différent pour chacun des annonceurs, mais on va parler de nombre de visiteurs sur le site web, de chiffre d'affaires généré sur un site e-commerce, de téléchargement d'applications mobiles ou même de l'augmentation du volume de fans sur les réseaux sociaux. Maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, l'IA va permettre de nous donner davantage de maîtrise sur leurs investissements aux annonceurs et leur permettre, à l'instar de ce qu'ils font sur le digital, de pouvoir délivrer le bon message au bon moment sur le bon support en télévision. C'est ce qu'on appelle la télévision personnalisée ou adressée. Alors j'ai une autre question, on en a parlé beaucoup, on a besoin d'énormément de données pour apprendre ces modèles. Où est-ce qu'elles sont? Alors effectivement, on a besoin de pas mal de données, on en a déjà évoqué quelques-unes dans la vidéo, donc les données médias, ça va être le redatage exact du passage d'un spot, ça va être le contexte programme, ça va être la chaîne, etc. Mais on va aussi avoir tous les données issues du digital qu'on a déjà évoquées. Donc ça fait un paquet de paramètres analysés pour un seul spot. Donc je te laisse imaginer sur une campagne complète la complexité pour déterminer quel est le plan média le plus efficace. Alors non, j'ai du mal à m'imaginer. Alors ce que je te propose, c'est qu'on va rejoindre Siam, qui est Data Scientist chez Microsoft. Et
je vais changer de casquette et je vais me situer dans un de tes clients. Donc je vais être un annonceur et on va essayer d'avoir la première démonstration data scientist sur scène aujourd'hui. Alors Siam, je suis annonceur, j'ai un certain nombre de problématiques, j'ai un spot, j'ai toujours le même budget, j'ai un budget qui est contraint. J'ai besoin que tu m'aides pour maximiser mon impact. Et pour ça, on a vu, j'ai plein de paramètres, j'en ai 40, 50, 60. Donne-moi 6 paramètres qui permettront d'avoir la meilleure prédiction possible. Alors justement, Pierre, je vais te montrer comment, à l'aide d'un modèle machine learning, je vais pouvoir répondre aux différentes questions. Par la même occasion, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Azure Machine Learning Workbench, qui est une nouvelle solution qui vient compléter l'offre machine learning d'Azure et surtout qui vient améliorer l'expérience du data scientist. Donc, pour créer notre modèle, la première étape va être de récupérer l'intégralité de nos données à l'état brut et de commencer par faire une première exploration visuelle. Donc, comme vous le voyez, nous avons d'un côté le fichier TV Visits, qui va contenir une donnée qui va être clé à notre modèle, qui est la variable qu'on va prédire et qui correspond au nombre de visites sur les sites web référencés dans les spots. De l'autre côté, nous avons l'ensemble des données médias, avec par exemple le coût associé au spot, les chaînes télé qui les diffusent, mais aussi différentes variables qui vont justement décrire les spots, notamment cette variable qui représente la population ciblée. D'ailleurs, là, je vais vouloir visualiser les populations qu'on cible le plus. Et là, on voit par exemple que la catégorie qui vient en premier est la catégorie des hommes entre 35 et 59 ans. Je vais aussi vouloir visualiser cette même variable, mais cette fois-ci en fonction du nombre de visites. Et là, comme vous le voyez, nous avons un box-plot qui représente pour chacune des classes quelques variables statistiques, comme par exemple les 3 quantiles, le min et le max. On revient à notre fichier, et là, on voit qu'on a l'heure du spot qui est représentée au niveau de la seconde. Donc, Sébastien, est-ce que tu penses qu'on peut laisser cette variable comme ça, ou est-ce qu'on peut la changer pour mieux la représenter? Effectivement, en termes d'analyse chez Analytics, on utilise un eurodatage qui est le plus précis possible. En revanche, quand on est dans un contexte d'achat ou de recommandation média, on va plus travailler sur ce qu'on appelle des codes écran ou des tranches horaires. Donc, j'aimerais bien que tu puisses me transformer cet eurodatage en tranches horaires. Alors justement, je vais te montrer comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça dans la prochaine phase qui va être la phase de transformation de données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette phase peut prendre du temps. Elle peut prendre jusqu'à 80% du temps du data scientist. Et justement, je vais vous montrer aujourd'hui une fonctionnalité qui a été ajoutée et qui va nous permettre de gagner du temps. Le principe de cette fonctionnalité est de transformer des variables en donnant des exemples au système. Donc là, par exemple, pour passer de l'heure du spot à un créneau horaire de 2 heures, il a suffi de donner 2 exemples et nous avons automatiquement le reste des lignes qui est suggéré, sans code derrière. Donc, une fois qu'on a terminé la partie transformation de données, on sauvegarde notre ensemble de données et on passe à la partie modélisation. Donc, comme vous le voyez ici, ma modélisation a été faite en Python. Je vais parcourir rapidement mon script. Donc la première étape a été d'importer l'algorithme choisi. Et là, comme vous le voyez, j'ai choisi le gradient Boolean régressor, qui, comme son nom l'indique, fait partie de la famille des régressions. Alors une régression, c'est ce qui nous permet de prédire un nombre. Et là, en l'occurrence, je cherche à prédire le nombre de visites sur les sites web. Donc la variable web que je vous ai montrée juste avant. La prochaine étape va être de partitionner mon ensemble de données en ensemble d'entraînement et en ensemble de tests. D'ailleurs, comme vous le voyez, ici, on retrouve la variable web. Ensuite, je visualise mon score, qui va représenter mon indicateur de précision. Ici, il s'agit du coefficient de corrélation, de détermination, pardon. Enfin, je vais sauvegarder l'ensemble des variables les plus impactantes, justement, qui vont nous permettre de répondre à ta question et de passer d'une large combinaison de variables à un ensemble beaucoup plus réduit. Excellent, on va le lancer. Ce que je vois là-haut, c'est que tu peux le lancer localement, mais aussi tu peux le lancer sur Docker. Donc là, je fais référence à la démonstration tout à l'heure. C'est la même possibilité. On va pouvoir packager finalement son modèle pour pouvoir l'exécuter évidemment ou au plus proche des données ou finalement là où on veut. Alors, le résultat, est-ce qu'on est sûr d'avoir un modèle qui va être prédictif? Alors justement, je t'ai parlé juste avant de mon indicateur de précision. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est environ de 75%, ce qui est plutôt pas mal pour une première itération de modélisation, en sachant que le seuil d'acceptabilité est généralement autour de 70%. Donc là, on est plutôt pas mal. Excellent. Merci beaucoup, Siam. Merci. On peut l'applaudir.
Donc, première démo data scientist, excellent. Alors Sébastien, je remets ma casquette. Donc on a nos fameux 40 variables qui se sont transformées en 3 variables. Finalement, Sébastien, fais-moi ta reco. Alors oui, on voit que Siam brillamment nous a sorti 6 variables, celles qui ont le plus d'impact sur la qualité de notre prédiction. Donc on va retrouver la cible du plan média, le fait d'annoncer sur la chaîne numéro 1 ou la chaîne 7, la durée du spot et les tranches horaires ou une autre cible. Ce que l'on voit... je sais plus où c'est. Ce que je te propose, c'est de reprendre l'exemple des investissements qui ont été passés. Donc là, on a fait un zoom sur la chaîne numéro 1, qui était l'un des paramètres. Ce qu'on voit en bleu correspond aux investissements qui ont lieu sur chacune des tranches horaires qui est un des paramètres que Siam nous a exfiltrés. Et en jaune, vous allez voir, en rouge, vous allez voir le nombre de la performance de ces spots et le nombre de visiteurs qui ont été associés à chacune des tranches horaires. Ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu de budget que l'on avait sur la tranche 10-12 heures et le réallouer à la tranche 20-22 heures. L'idée ensuite, c'est de faire tourner les modèles à partir de ces éléments-là. Et ce qu'on voit, donc le gris correspond aux nouveaux investissements, ce qu'on voit, c'est que la perte qu'on a est assez limitée en termes de nombre de visiteurs sur la tranche 10-12 heures. En revanche, on a un multiple assez intéressant sur la tranche 20-22 heures. Excellent, finalement j'ai la réponse à ma question. J'ai le même budget, tu as réussi à me faire de la prédiction, alors on l'a vu à 75%, si j'ai juste à modifier finalement mes tranches horaires, eh ben, j'ai un impact qui sera plus important. Alors je vois bien mon intérêt pour moi, est-ce qu'il est que pour moi ? Alors non, en effet, il y a un intérêt qui est important pour les annonceurs parce qu'ils peuvent mieux optimiser leur budget, mais il y a aussi un intérêt pour le reste de l'écosystème, même si ça bouscule un petit peu l'ordre établi. Les agences médias, elles, vont pouvoir se concentrer sur leur métier initial et là où elles ont le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil et la stratégie média, tout en délivrant un média planning le plus efficace possible grâce à nos outils. Mais il ne faut pas oublier aussi la régie, les chaînes de télévision qui vont être capables de mieux valoriser leur support. Excellent. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, avec la prochaine démo, on a voulu vous faire découvrir comment l'intelligence artificielle peut s'inviter dans vos réunions. Alors, je vais vous proposer de suivre Sébastien dans sa réunion. Grâce au Microsoft Graph et aux Cognitive Services, des partenaires et des startups ont rendu sa vie plus facile. Mais pour cela, cette fois-ci, la démo, ça sera en vidéo. Vous avez déjà connu cette situation désagréable. Organisez une réunion avec votre équipe et trouvez un créneau commun. Voici Groom de la société iCube, un bot intégré à Microsoft Teams qui va se charger, entre autres, de gérer votre planning. Après une simple authentification permettant d'accéder à vos ressources, Groom va pouvoir de manière simple et intelligente organiser votre prochain meeting. Grâce à l'interprétation du langage naturel et à Microsoft Graph, Groom va savoir reconnaître facilement les personnes que je veux inclure dans mon meeting. De même, il va trouver le meilleur créneau autour de la date souhaitée. Une fois le sujet établi, Groom envoie l'ensemble des invitations et propose quelques services supplémentaires, comme la consultation des profils Delve de chaque participant. Delve va permettre de voir en un clin d'œil sur quel document Pierre travaille, en me suggérant ceux qui sont les plus pertinents pour moi, compte tenu de ma propre activité et des autorisations définies par Pierre. Groom nous propose d'ailleurs ici de consulter un document pertinent pour notre réunion à venir. Une présentation PowerPoint que nous téléchargeons en local pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité de PowerPoint. L'insertion d'un objet 3D et l'utilisation de la transition morphose permettant de jouer une scène 3D lors de la présentation. Le jour de votre réunion, Groom va utiliser un autre service de la startup Meetscribe, service de reconnaissance vocale aidé par Microsoft Cognitive Services. Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion sur l'intelligence artificielle. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment l'intelligence artificielle résout les problèmes de votre business. Meetscribe va générer en temps réel un script complet de votre réunion, puis un résumé généré par Microsoft Cognitive Services et enfin un fichier son. Vous retrouverez ces 3 fichiers ensuite dans l'espace partagé de Microsoft Teams associé à votre meeting. Alors cette expérience de meeting intelligent, vous allez pouvoir la vivre vous-même, parce que ce n'est pas qu'une vidéo, c'est vraiment une vraie démonstration que vous allez pouvoir vivre à l'IA Academy tout au long de cette journée.
Alors évidemment, on ne pouvait pas terminer une plénière technique sans parler d'HoloLens. Antoine, bonjour, tu travailles chez Asobo. Asobo, partenaire historique de HoloLens depuis 2012. Vous accompagnez des grands noms de l'industrie, Vinci Autoroute, Areva, Naval Group. J'ai une question pour toi, pour démarrer. Chez Asobo, vous pensez que les hologrammes seront une réalité au travail? En fait, ils sont déjà une réalité, puisqu'ils permettent aujourd'hui de répondre à beaucoup de problématiques métiers, en particulier chez les industriels, en assistance terrain, formation et plus généralement en visualisation de la data. Nous, chez Asobo, on croit tellement en la techno qu'on a créé HoloForge, qui est un département 100% dédié à la réalité mixte pour les professionnels. Alors du coup, première surprise, je vais vous laisser découvrir une première application, votre dernière application, pardon, avec Areva, et cette fois-ci, ça sera aussi en vidéo. Areva NP is a major international player in the nuclear energy market. The company designs, manufactures, and installs components and fuel for nuclear power plants, and offers a full range of reactor services. We have been working with HoloLens to learn how it can help us deliver safe and competitive services to our customers based on innovative solutions and value-added technologies. So the CETIC in Chalon is the official French training center for nuclear industry. We work in difficult environment with a lot of risk. The nuclear power plant has to be shut down in order to replace the fuel. The main challenges are, first of all, the dosimetry. With the HoloLens, we can see the contamination cartography. Before the activities, we can see where we have to put the containers or equipment. We can win time and safety. If all the field workers can have an HoloLens, they can share a same vision. They can discuss the activity about the risk that they will meet. We propose to field workers to be able to have in real time the dosimetry directly in their field of view. So now they can have a direct vision on the time left for doing their job. Lifting is a big risk in the nuclear center. HoloLens could help us visualize safety zones. It could give assistance for inspecting the stud holes, assess if they are working on the right stud hole. If the field workers meet some problem, we can share some information with an expert. So we meet the problem, we find the solution, and we continue the work. We are able to control how many tools enter in the cavity and how many tools we get back. After each operation, we perform a specific debriefing. So the HoloLens could help us to give context to the other field workers, but also to engineers at the main office. Our collaboration is very important because if we work together, we can train ourselves with a real environment, with real conditions, to be sure that the activities are more safe. Is the next step in training with HoloLens. What surprised us the first time we used HoloLens is that she had all the perfect aspects for nuclear industry. It's a real evolution in our work. Our company had to be at the top of the technology, and with HoloLens, we can do this. Bon, là, on l'a vu quand même, on est quand même dans un environnement extrêmement contraint. Oui, en effet, on a vu ici que le temps, les outils et les mouvements sont très limités. Malgré tout, l'opérateur doit faire preuve d'une concentration extrême. Notre rôle en tant que designer, c'est de lui apporter de véritables outils sans lui apporter de contraintes supplémentaires. HoloLens, avec son autonomie et son système main libre, est parfaitement adapté à la situation. Alors Antoine, je crois que tu nous as encore préparé une autre surprise. Alors en effet, on va embarquer à bord d'un bateau un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'une frégate fabriquée par Naval Group, anciennement DCNS. Pour vous donner quelques éléments de contexte, un chantier de construction d'une telle frégate dure environ 1 an et demi, et ce ne sont pas moins d'1 millier d'ouvriers qui y participent. Alors vous avez choisi parmi ces milliers d'ouvriers
un métier, le métier de chaudronnier. Pourquoi? Eh bien, ce sont de dizaines de kilomètres de tuyaux qui doivent être montés et installés. Et le responsable de ce réseau, de son montage en tout cas, c'est le chaudronnier. Alors qu'est-ce qu'il voit le chaudronnier dans ces HoloLens? Eh bien, il va voir en amont l'ensemble de son réseau dans son contexte en 3 dimensions. Encore une fois, c'est un outil qu'on va lui apporter qui va lui permettre d'accélérer son montage et de diminuer les risques. Alors, évidemment, c'était compliqué de faire monter sur scène un bateau entier, mais Yann, qui est responsable de la réalité virtuelle et augmentée chez Naval Group, il va nous faire rentrer au cœur du navire. Merci Antoine. Yann, je te laisse avec la salle et nous faire vivre cette expérience du chaudronnier. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, Naval Group est très fier d'être partenaire d'HoloLens, d'HoloForge, pardon, et de Microsoft dans le développement de cette application en réalité mixte pour assister les tâches de l'opérateur, donc le chaudronnier qui fait des montages de tuyaux à bord. Alors, cette démarche de réalité mixte, cette application de réalité mixte, rentre dans la démarche de digitalisation et de continuité numérique recherchée par l'entreprise. Alors, imaginez un chaudronnier chargé de ces tuyaux, chargé des outillages qui vont lui permettre de les monter, chargé aussi aujourd'hui de liasses documentaires auxquelles il doit se référer pour pouvoir réaliser ces montages et arriver, chargé de tout cela, sur des blocs de navires en construction, des blocs massifs, métalliques, dans lesquels il va devoir se repérer alors qu'il est déjà difficile de savoir si on est dans un local plutôt à l'avant ou à l'arrière du navire. Des navires qui font 142 mètres pour les frégates Frem en particulier. Alors, maintenant, allons-y directement à la démo et voyons comment la réalité mixte peut aider concrètement l'opérateur dans ses tâches. François, qui est ici, qui est notre chaudronnier, a déjà fait apparaître une représentation holographique de la frégate Frem. Cette représentation, avec des zones de surbrillance, lui permet de savoir où il va devoir travailler. Il en sélectionne une en particulier, une où il va devoir monter un tuyau haut de mer, sur un circuit haut de mer, ce qui représente notre maquette actuellement, donc ce petit bout de cloison de Frem. En activant cette fonction, une boîte à outils s'ouvre et lui permettant d'afficher la représentation holographique du tuyau à monter directement à la bonne place. Un tuyau ne flotte pas dans l'air. Dans un navire, il est effectivement supporté par des supportages, par des attaches et par des colliers. Donc François peut faire apparaître aussi ses équipements. Voilà, on les voit ici apparaître en vert. Et ces équipements et ces hologrammes montrent où devront être installés les équipements en tant que tels. Donc le travail du chaudronnier est maintenant de faire se superposer le physique, les vrais outillages, avec le virtuel, afin d'être certain que le matériel va être installé à la bonne place. C'est déjà une avancée énorme, parce qu'aujourd'hui, ils se consultent énormément de documents et doivent prendre énormément de repères dans le navire, dans le local, avant de savoir où il faut tracer la tente et ce genre de choses, et où savoir installer le matériel. Donc François va pouvoir présenter le tuyau, vérifier que ce tuyau-là, tel que la configuration lui est proposée aujourd'hui, comme il a pu régler ses attentes, va être positionné au bon endroit. Voilà, on constate dans le montage qu'on est correct en tournant autour. A posteriori de cette vérification-là, on peut aller beaucoup plus loin avec la réalité mixte, en fait. Juste montrer le positionnement c'est quelque chose de très bien, mais on peut aller plus loin et on peut surtout anticiper les montages futurs qui vont avoir lieu sur la même cloison, dans la même zone. Là, par exemple, il a fait apparaître le futur montage qui allait être fait après celui du tuyau, qui est une nappe de câble. Et surtout, cet outil, qui permet d'anticiper donc les montages futurs, permet aussi d'anticiper les éventuelles problématiques qu'on peut trouver au chantier, qui sont des interférences, quelquefois, entre des matériels qui sont déjà montés et d'autres qui restent à monter. Là, on constate effectivement une interférence entre le collier tel qu'il l'a disposé maintenant, pourtant défini par le bureau d'études, et cette nappe de câble qui va passer par là.
Donc l'opérateur, en s'appuyant sur son expertise, va pouvoir réagir à cette situation de conflit qui sera à résoudre avant les constructions futures, et donc va s'appuyer sur son expertise pour trouver la bonne position, le meilleur compromis possible, pour pouvoir continuer à supporter le tuyau correctement et en évitant l'interférence avec la nappe de câble. Si notre personnel a besoin de consulter et d'aller investiguer un petit peu plus d'informations, il a la possibilité d'aller afficher dans son champ de vision, en plus de tous ces hologrammes, de la documentation qu'il a l'habitude aujourd'hui d'exploiter sous format papier. Oh, un petit bug, on dirait. Donc ces documents, vous les verrez, on ne les voit pas pour l'instant. Tant pis. Donc c'est des documents qui sont effectivement dans le champ de vision de l'opérateur et qui permettent à l'opérateur de se reporter à des plans isométriques de tuyaux, à des plans de montage qui sont difficilement interprétables. Voilà, c'est revenu et ça repart. Bon, c'est des documents qui sont difficiles à interpréter quand on n'est pas expert du domaine. Mais bon, voilà, ça revient. Désolé pour ces petits bugs techniques. Alors, voilà, là on est bien effectivement dans le document de montage du tuyau et à côté le montage de isométrique du tuyau. Ces deux documents donc, qui sont difficilement interprétables par quelqu'un qui n'est pas expert du domaine, et l'opérateur peut lui-même les faire bouger en fonction de son besoin, c'est-à-dire les disposer quelque part dans son champ de vision sans que ça gêne la vision qu'il a nécessairement sur son montage en cours. Je vous parlais de continuité numérique tout à l'heure. L'important et tout l'intérêt d'utiliser aussi la réalité mixte dans ce domaine est de pouvoir s'appuyer sur cette vision complémentaire du virtuel et du réel pour construire ce qu'on appelle un compte-rendu de montage réalisé que l'opérateur peut enrichir d'une photo, éventuellement qui mêle le physique et le virtuel, et aussi enrichir d'éventuelles annotations, des annotations qui pourraient décrire par exemple le pourquoi l'attente et la tâche dont on parlait tout à l'heure a été positionnée à un autre endroit que celle qui avait été définie par le bureau d'études. Voilà, ce document en format numérique va remonter dans le système d'information d'entreprise pour être traité automatiquement voilà, dans la chaîne de traitement et de gestion de configuration du navire. Donc voilà, notre démo s'achève. Donc on peut constater effectivement que pour Naval Group, ces technologies permettent de faciliter le travail des opérateurs. On est très dans cette recherche-là, bien sûr, mais elle est bien sûr, en conséquence, source de gains dans les process, et dans nos process, gain de temps en termes de temps, et en termes de qualité aussi. Je vous remercie. Merci Anne, merci beaucoup. Voilà. Nous sommes rendus au bout de notre petit voyage dans les mondes de l'intelligence artificielle et de la réalité mixte. Comme nous l'avons dit, nous voulons démocratiser l'intelligence artificielle, injecter de l'IA partout. N'hésitez pas à aller visiter l'AI Academy cet après-midi. Encore une fois, c'est 35 projets concrets qui vous permettront de découvrir plein d'autres facettes. Il me reste un tout petit peu de temps pour remercier très chaleureusement tous nos partenaires, sans qui cet événement n'existerait pas et ne serait pas la réussite que j'espère comme moi vous trouvez qu'elle est. Un grand merci à tous nos invités, à vous, à nos speakers. Un dernier mot pour vous souhaiter de magnifiques expériences ici, énormément de belles sessions et quand même un petit teasing ce soir à 18h30. On vous promet un coding for fun total ultimate. Bonne journée à vous. Au revoir.